Donc on a des bonnes nouvelles du côté de la CAP, donc la commission administrative paritaire du Centre départemental de gestion. On avait présenté une vingtaine de dossiers pour les avancements. Ah, ça va mieux. Merci beaucoup. Je me sens à ma place. Et donc on peut féliciter les 3 agents qui ont eu leur dossier favorablement accueilli par la CAP. Et donc ça nous amène à modifier quelques emplois, ça plus d'autres sujets qui permettent de mieux fonctionner. Donc je propose de décider de créer 2 postes permanents d'agents de maîtrise à temps complet, de décider de créer des postes permanents relevant du cadre d'emploi des techniciens et rédacteurs ou bien des assistants de conservation pour occuper l'emploi de médiateurs culturels, agents de cinéma à temps complet sous l'autorité du responsable du cinéma. Il sera chargé notamment de créer, programmer, gérer et animer les tournées itinérantes ainsi que de participer aux missions réalisées au sein du cinéma intercommunal de Lisieux. Il précise que le poste médiateur culturel, agent de cinéma, bénéficiera de la rémunération basée sur les grilles évidemment du cadre d'emploi des techniciens. Je vous propose aussi de modifier l'emploi d'adjoint au directeur de la vidéoprotection et d'intituler cet emploi responsable du centre de supervision urbaine et intercommunale à temps complet. Donc c'est un poste permanent qui sera occupé par un agent titulaire du cadre d'emploi des techniciens ou rédacteurs. Il sera notamment chargé de veiller à la bonne organisation du service et à la transmission des consignes ainsi que de contrôler la bonne application des procédures dans le respect du cadre réglementaire. Je vous propose aussi décider de supprimer le poste d'ingénieur en chef occupant l'emploi de directeur de la vidéoprotection à temps complet. Je vous propose aussi de modifier l'emploi de technicien opérations et travaux ouverts sur un poste permanent relevant du grade de technicien en emploi d'ingénieur bureau d'études, poste à temps complet. Il sera donc occupé par un agent titulaire du cadre emploi des ingénieurs et il sera chargé de gérer le bureau d'études, tout corps d'État, et les prestations diverses de services du parc de bâtiments intercommunaux et d'assurer les missions de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et d'études. Sacré travail. Je vous propose de supprimer pour le coup le poste d'ingénieur occupant l'emploi responsable études et travaux à temps complet. C'est un petit jeu de switch. Voilà, donc les besoins de service et la nature des fonctions en gestion est sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu recruter dans les conditions prévues la loi de 84 permet d'ouvrir à la recrutement d'agents soit de la fonction publique, soit de contractuels. Voilà, Monsieur le Président. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce sujet qui sont des ajustements nécessaires et utiles? Et puis on peut féliciter effectivement les agents qui réussissent à développer leur carrière professionnelle et leur trajectoire. Y a-t-il des remarques? Non? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, toujours Pierre Barros. Oui, il s'agit d'une délibération que l'on passe tous les ans concernant donc l'attribution d'une subvention à l'amicale du personnel, l'amicale Concordance, donc au titre de l'année 2021. Donc l'amicale du personnel Concordance a pour vocation l'attribution de prestations sociales aux agents, l'organisation de moments festifs, conviviaux, la participation au Noël des enfants du personnel, l'attribution de gratifications au quotidien, enfin voilà. C'est vrai que ces temps-ci, cette période n'est pas très propice à tout événement qui est géré par l'association, malheureusement. Malgré tout, je pense qu'il faut quand même prévoir l'accompagnant et la subvention à cette association qui est nécessaire, qui est importante, qui est structurante par rapport au personnel. Et on va se dire que la période que l'on vit aujourd'hui va s'arrêter très bientôt et qu'on va pouvoir passer à autre chose et qu'on pourra pouvoir organiser avec l'association des fêtes. Peut-être les vœux qu'on n'a pas pu faire sur le mois de janvier, les faire un peu plus tard dans l'année. Ce serait plutôt assez sympa. Donc voilà, tout l'intérêt de subventionner à hauteur de 265 000 € cette association pour la mise en œuvre de ces différentes actions qui sont très importantes pour le personnel. Et moi, chaque membre est complètement bénévole, prend du temps personnel sur l'organisation de ces événements-là. Et c'est extrêmement important pour la collectivité, c'est très agréable pour tout le personnel. Monsieur le Président. Bien, je pense que tout le monde partage ce point de vue. Donc, y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Oui, aussi. Oui.
Donc là, ça va être un long one-man show de Jean-Louis Marsac. Et donc, Jean-Louis, je te propose de démarrer. Alors la première délibération concerne les attributions de compensation. Bon, je ne vais pas revenir sur les explications, c'est quasiment la même délibération que nous avions prise au mois de décembre. Donc il s'agit la loi nous fait obligation évidemment de notifier à toutes les communes leur attribution de compensation pour l'année en cours. Donc je vais aller directement sur l'annexe. Donc le tableau reprend par commune le montant de notre attribution de compensation 2020, diminué de deux sommes importantes, on va dire l'effet Covid sur l'attribution de compensation. Vous savez que l'AGLO avait versé 10 € par habitant et par commune. Cette disposition s'appliquait en 2020 mais n'est pas reportée en 2021. De la même manière, la communauté d'agglomération avait pris à sa charge un montant élevé dans l'achat des masques. Donc là aussi, c'était valable uniquement pour l'année 2020. Donc l'attribution de compensation 2021 est déduite de ces deux sommes. Vous avez dans la colonne et repris en rouge les montants qui concernent les transferts au niveau de l'eau pluviale. Donc là, je rappelle le principe. La CLEDS s'est réunie, le rapport a été approuvé lors de la dernière réunion du conseil communautaire. Il y a une clause de revoyure qui est prévue parce que il y avait encore quelques points à régler du côté de l'investissement, mais le montant sur le fonctionnement est pour le coup lui arrêté. Donc voilà un petit peu l'objet de la délibération: fixer l'attribution de compensation pour 2021, déduit du compte fait des masques, des 10 € par habitant, et pour les communes concernées, toutes les communes à l'exception de la Seine-et-Marne, la participation au titre des eaux pluviales. La clause de revoyure, normalement, il faut qu'on règle la question de l'investissement en 2021 pour avoir cette fois-ci des montants définitifs. Là, on est un petit peu sur des montants dérogatoires, mais il paraissait important que vous puissiez avoir ces sommes au moins en fonctionnement pour pouvoir monter vos budgets. Je rappelle que le rapport de la CLEDS a été transmis à l'ensemble des communautés, des communes, pardon, et donc il serait utile que chaque commune délibère, sinon ça pourrait poser quelques petits problèmes. Voilà pour cette délibération, Monsieur le Président. Très bien, des remarques, des interventions? Non, il y a les projets de délibération ont dû être envoyés, oui. Pardon? Ils ont été envoyés, oui. Des votes contre, des abstentions, une abstention. Je vous remercie. Point suivant, Jean-Louis. Alors ensuite, deux délibérations, la 4 et la 5, l'explication est la même, il faudra faire évidemment des votes séparés. Première délibération, il s'agit de la création d'une régie de recettes pour l'encaissement des loyers et des charges de dépôt. Jusqu'au 31 décembre, on avait confié, vous savez que d'abord la communauté d'agglomération, son secteur économique, a un certain nombre de locaux, donc évidemment la communauté perçoit des loyers et des charges. On avait confié cette mission en 2018 à une structure, une entreprise qui a mal fait son travail d'après ce qui m'a été expliqué. Ça a été un petit peu compliqué ici et là, et donc le contrat a été résilié au 31 décembre. Donc c'est en fait un service qu'on va reprendre en direct. Donc pour encaisser les loyers sur l'ensemble de ces bâtiments, il faut dans un premier temps créer une régie de recettes qui sera gérée par les services de la communauté, évidemment. La deuxième délibération, la 5, c'est toujours sur le même sujet parce que le contrat de cette entreprise a été résilié. Là, il y avait une régie d'avance, notamment pour avoir un peu de souplesse pour les menus travaux qu'il pouvait y avoir dans les bâtiments. Bon, dans la mesure où l'entreprise a été virée, passez-moi l'expression, on n'a plus besoin de cette régie d'avance. Tout sera fait par les services de la communauté. Donc voilà, deux délibérations liées, mais en tout cas qui concernent l'internalisation de la perception des loyers et des charges, entre autres, de l'ensemble des bâtiments administratifs, commerciaux que nous louons à des entreprises privées.
Voilà. Pour la bonne forme, je vais vous proposer de délibérer sur la première délibération et de bien vouloir voter. Y a-t-il des interventions sur la première délib? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, comme elles ont été présentées de manière concomitante, mais il faut qu'il y ait 2 votes séparés, nous allons voter sur la délibération numéro 5. Y a-t-il là aussi des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, donc l'attribution de fonds de concours. Alors, une série de fonds de concours. Le premier concerne la commune de Survilliers. La commune de Survilliers, donc ça c'est au titre du pacte financier, je reviens pas dessus, bénéficie encore d'un solde de 153 110 euros. La commune de Survilliers a donc déposé un certain nombre de dossiers, je ne vais pas en faire la liste, vous avez la délibération sous les yeux, une maison médicale, une aire de jeu, la rénovation des menuiseries et puis la construction d'une l'aire extérieure de sport fitness. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un truc qui doit être utile pour la santé, j'imagine, chers collègues. Voilà, c'est bon pour la santé. Non, ça me ferait du mal. C'est pas bon pour ce que j'ai. Ça va pas du tout. Ça. Donc bon voilà, il vous est proposé d'attribuer un fonds j'allais dire de secours. C'est pas de secours. Un fonds à la commune de Survilliers pour l'ensemble de ces opérations, sachant qu'évidemment ça reste dans l'enveloppe de la commune et dans l'enveloppe y compris des reliquats. Bien, des remarques? Non. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour la ville de Survilliers. Ensuite, la même chose concernant Mitry-Mory. Alors, on est toujours dans le domaine du sport, donc un fonds là aussi de concours. Là, il s'agit d'une opération de d'1 739 000. Il s'agit de la construction d'un club de rugby. C'est pas du club, mais d'un terrain de rugby. Et donc, la commune de Mitry-Mory sollicite le solde de sa dotation, c'est-à-dire 633 838 euros. Je rappelle que le fonds financier, enfin les fonds de secours, c'était sur la période qui s'arrête au 31 décembre 2020. Ça sera reconduit probablement au moment du vote du budget à la demande du président, mais pour le moment on est bien sur les dotations qui s'arrêtaient en 2020. Voilà pour la commune de Mitry-Mory à hauteur de 633 838 pour un terrain de rugby. Bien, même question. Y a-t-il des remarques? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour la ville de Mitry-Mory. Ensuite, le point de concours, c'est pour Rouvres. Alors là, il s'agit d'un fonds de concours, donc le reliquat de la commune de Louvres est de 48 600 euros. La commune a besoin de faire des travaux de sécurisation d'un fossé, et donc il est proposé d'attribuer à la commune, à sa demande, un fonds de concours de 18 886,50 euros. Bien, là aussi, même question. Des remarques? Non. Des votes contre? Une abstention? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'attribution d'un acompte d'une subvention à Roissy-Dève. Alors, une délibération habituelle, évidemment, avant le vote du budget qui aura lieu au mois d'avril. Il faut permettre à Roissy Développement de pouvoir fonctionner, et notamment de pouvoir payer l'ensemble des agents. Et donc, il vous est proposé de verser à Roissy Développement une avance à hauteur de 3 mois, le temps qu'on vote le budget. Ça doit faire 161 250 euros. Le montant total de la subvention étant de 645 000 euros, qui sera, si vous l'acceptez, voté au moment du budget 2021. Pour le moment, c'est uniquement une avance de 3/12. Bien, c'est une procédure que vous connaissez, vous employez dans vos conseils municipaux pour permettre de fonctionner. Donc, y a-t-il des remarques? Non. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Charles Soufflière qui va nous présenter l'adoption des montants de subventions pour les initiatives. Les dépenses que l'AGLO doit assumer. Donc c'est l'adoption de subventions pour des associations qui œuvrent pour la création d'entreprises pour le territoire. Il s'agit de l'association LADI et des prêts d'honneur, les réseaux Entreprendre, Initiative 95 qui travaillent sur
l'amorçage et sur la création d'entreprises. Créative et France Active Seine-et-Marne-Essonne. Pour l'ensemble de ces associations, je peux vous donner les détails, bien sûr. La 10 c'est 10 000 euros, Créative 79 000 euros, France Active Seine-et-Marne 10 000 euros, Initiative 95 151 000 euros pour 3 ans, Entreprendre pour 15 000 euros, INSM 30 000 euros, le total est de 295 075. Bien, ça, ce sont des aides à la création d'entreprises. Je vous rappelle que nous avions pris la décision collégialement de mettre un accent particulier sur cet aspect-là, sur le plan budgétaire. Et bien entendu, c'est la première salve. Je dirais peut-être aurons-nous à intervenir d'une manière un peu plus importante dans l'avenir en fonction des problèmes. J'y arrive. Ça arrive dans les... Ouais, non, mais en l'occurrence, voilà, je le présente d'une manière globale. Ah oui. Et donc, y a-t-il sur ce sujet des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante consiste à désigner un représentant de la communauté d'agglomération au sein de l'association Construire au futur, habiter du futur, dans le cadre du projet territoire d'innovation de grande ambition, TIGA, à Villiers-le-Bel. Voilà. Donc, il faut nommer une personne désignée. On a un candidat. Alors, ça se vote comment, ça? Ça se vote à main levée? Très bien. Donc, pour la candidature de Jean-Louis pour nous représenter dans cette association, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie et on peut l'applaudir. Il a été brillamment élu. Bravo, bravo. Le point suivant, c'est la demande conseil départemental de Seine-et-Marne. Pour terminer, donc, une autorisation de demande de subvention auprès du conseil départemental de Seine-et-Marne pour le fonds d'urgence en soutien au commerce de centre-ville seine-et-marnaise. Alors, je vous rappelle, dans le cadre de la stratégie de développement intercommunal en matière de commerce et d'artisanat, l'agglomération a inscrit comme axe de modernisation l'appui à la digitalisation des commerces artisans dans sa fiche action que j'ai présentée lors du dernier conseil. Et au sein de cette démarche, l'agglomération a posé des jalons de sa stratégie. Elle se dote de nouveaux outils comme des bons d'achat qui permettent de favoriser les commerces de la ville, de proximité, par les habitants de l'agglomération et favoriser le pouvoir d'achat des consommateurs. En clair, ces bons seront complétés par une contribution de l'agglomération à hauteur de 20% pour une somme totale de 20 000 euros. Ensuite, il y a un dispositif Click and Collect qui est associé à la plateforme petitcommerce.fr qui collabore déjà sur la thématique digitalisation pour 150 commerçants du territoire. Ce dispositif, je l'espère en tout cas, doit permettre aux clients de réserver leurs produits auprès du commerçant et de venir les retirer en boutique au moment convenu avec le commerçant. Un dispositif de livraison comprenant une interface digitale et une solution physique de livraison est à construire. Une solution de paiement sécurisée qui permette aux clients de payer en amont s'ils le souhaitent. Là aussi, c'est une solution qui est à construire. Le plan de financement vous est présenté. Le total des charges dépenses de 85 000 euros. Total des produits, 85 000 euros. L'autofinancement de la CAP est de 55 000 euros. Et vous est demandé d'approuver ce projet. Bien, je pense que c'est un projet de soutien. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ce point. Y a-t-il des remarques? Auguste, Daniel? C'est des débuts différents, mais je n'ai pas encore de demande de cet ordre de la part du conseil départemental du Val d'Oise. Mais il y a le fonds. Je ne suis pas certain que sur le Val d'Oise ça avait été mis de cette façon. Il y a d'autres dispositifs, mais pas celui-là. Ouais. C'est un autre système, mais le principe est le même. Mais c'est un autre système. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une modification du cahier des charges. Frédéric Bouche. Merci Président. Donc, il s'agit effectivement de modifier le cahier des charges relatif à la vente souplique achetée au plus offrant de l'hôtel d'entreprise à Sarcelles. Donc, par délibération du Conseil communautaire
du 15 octobre 2020, le cahier des charges relatif à cette vente avait été approuvé. Ce cahier des charges fixait la date limite de remise des offres au 13 janvier 2021. En raison donc de l'absence de moyens de paiement adaptés au règlement en ligne d'annonce sur les sites internet spécialisés en immobilier d'entreprise, le calendrier prévisionnel proposé lors de la séance du Conseil donc du 15 octobre dernier n'a pas pu être mis en œuvre. Aussi, donc, et afin de pouvoir publier les annonces sur des sites spécialisés, il convient de créer une régie d'avance, donc ce que nous avons vu permettant le paiement en ligne par carte bancaire. Cette création fait l'objet donc d'une délibération. Et compte tenu donc des éléments, il convient de revoir ce calendrier prévisionnel comme suit. Lancement de la publicité au 1er mars 2021. Date limite de remise des offres chez le notaire au 14 mai 2021 à 12h. Et bureau communautaire prévisionnel autorisant la session 10 juin ou 1er juillet 2021. Donc il vous est proposé d'approuver donc cette modification du calendrier, donc cette modification du cahier des charges relatif à la vente sous plic acheté au plus offrant de l'hôtel d'entreprise à Sarcelles. Bien. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est une procédure assez classique et bon, pour laquelle il faut que nous nous inscrivions, mais comme il y a un décalage dans le temps, il faut que nous modifions tout ça. Y a-t-il des remarques, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, donc c'est un point qui aurait dû être présenté par Jean-Luc et c'est moi qui vais m'y coller. Et là, nous aurons à voter avec les petits boîtiers. Oui. Alors, avant de présenter la délibération et pour être sûr que tout fonctionne, je vous propose que nous refaisions un test, les services techniques ayant œuvré pour que cela fonctionne. Donc, on va faire la procédure. Le vote est ouvert. Votre test est ouvert. Bon, a priori, ça fonctionne. Bien, le vote est clos. Bien, écoutez, ça prend un petit peu de temps visiblement parce que c'est emmené par voie postale, mais on va quand même procéder à ces votes. Donc là, le point numéro 14, c'est la nomination d'un nouveau représentant. Il faudrait que ceux qui ont des boîtiers ouverts ou des micros ouverts les ferment, parce que je pense qu'on a de l'écho. Et... Bien. J'ai un effet cathédrale, je sais que bon, tout de même, Donc, il s'agit de nomination d'un représentant de la communauté d'agglomération au sein du comité syndical intercommunal d'alimentation en eau pluviale, le SIAP, de la région Nord et Coin. Et donc, nous proposons de nommer en plus, par rapport à la liste, d'abord Jean-Luc Servière comme titulaire et Benoît Farran comme suppléant. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous votions. Et donc, le vote est ouvert. Le vote est clos.
Bien, tout ça s'est parfaitement déroulé, donc on va aller passer au point suivant. Bravo pour les élus. Le point suivant, c'est la modification, c'est pénible cet écho là. La modification des statuts du syndicat intercommunal de la région Nord-et-Coin, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable, le SMAEP d'Amona. Je vous fais grâce de la présentation. Simplement, il y a des modifications au niveau du statut qui sont la transformation de ce syndicat intercommunal en syndicat mixte fermé, composé exclusivement de PCI à fiscalité propre, et des communes de la communauté d'agglomération de Carnel, Pays de France, n'étant pas compétentes en matière d'eau potable, ces communes incluses dans le périmètre demeurent adhérentes. L'extension du périmètre du syndicat aux communes de Louvre et de Roissy en France, la modification du nombre de vice-présidents qui passe d'1 à 3, et la modification d'un nom syndical qui devient syndicat mixte d'alimentation d'eau potable. Je précise que le mode de représentation du syndicat est commune, un représentant titulaire et un suppléant. Pour les EPCI à fiscalité propre, un représentant titulaire, un représentant suppléant par commune qu'il représente. Ainsi, la CARF 10 communes dans le périmètre de ce syndicat, elle sera représentée par 10 titulaires et 10 suppléants. Y a-t-il des questions sur ce sujet éminemment prégnant? Non. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Voilà. Ensuite, le point suivant, ah oui, il n'y a plus d'écho. Là aussi, il va falloir que nous votions. C'est des nominations de nouveaux représentants au CIECAO, intercommunal des champs d'exploitation captant d'Asnières-sur-Oise. Et donc, nous vous proposons pour y siéger comme nouveau représentant le candidat titulaire Jean-Jacques Bizeret et candidat suppléant Didier Wroblewski. Donc en fait, c'est un changement de personne en ce qui concerne le titulaire et le suppléant. Y a-t-il des remarques sur ce sujet? Non? Donc on va pouvoir procéder au vote. Je vous propose d'ouvrir le vote. Le vote est clos. Parfait. Là aussi, ils ont été parfaitement élus. Merci pour eux. Le point suivant. Voilà. Ben, écoutez, ça y est, j'ai compris. Donc le point suivant, c'est le point numéro 17, me semble-t-il. Et c'est la nomination de nouveaux représentants de la communauté d'agglomération au sein du comité syndical mixte d'alimentation d'eau de Tremblay en France et de Clé-Souilly, le SMAEP-TC, suite à l'extension de son périmètre. Et donc, les nominations des nouveaux représentants de la communauté d'agglomération seraient en titulaire Abdellah Benoiret, Tony Fidan, Joël Delcambre. Pour Garges, j'ai donc M. Karaka Daz et M. ou Mme Benirsi. Et comme Jean-Michel Dubois et Simon Ndala. Et comme suppléant Claude Bonnet, Anthony Vasconcelos, Romain Cartier, Yves Abouga, j'imagine, et c'est Diane, Jean-Baptiste Bafferty et Ivna Celia. C'est donc la liste qui vous est proposée. Y a-t-il des remarques? Non. Donc je vous propose que nous procédions au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Très bien, là aussi ils ont été parfaitement élus.
Merci pour eux. Le point suivant concerne l'adoption du montant de la subvention accordée à la Maison de l'Emploi et je propose à Manuel Alvarez de nous le présenter en lieu et place de Benoît Jiménez qui ne peut être présent ce soir. Bien, il s'agit donc de proposer l'adoption du montant de la subvention donc pour la Maison de l'Emploi Roissy Pays de France au titre de l'année 2021. Et donc au titre de sa compétence en matière de politique de la ville, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France soutient les structures visant le retour à l'emploi et l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. La Maison de l'Emploi Roissy Pays de France, en partenariat avec la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, constitue l'un des outils de la politique emploi-formation du territoire. La Maison de l'Emploi concourt au développement territorial en mobilisant les entreprises et les partenaires autour de projets favorisant le rapprochement entre entreprises et actifs du territoire. Elle agit aussi en appui au développement des compétences au sein de l'entreprise en soutenant la mise en œuvre de politiques ressources humaines et formation adaptées aux projets d'entreprise. La Maison de l'Emploi a pour objectif donc de permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emploi sur le territoire, de contribuer au développement de l'emploi local par le développement des clauses sociales dans les marchés publics et la mise en œuvre de processus de recrutement adaptés aux entreprises. Et la Maison de l'Emploi vient de renforcer cette action par le recrutement d'une facilitatrice des clauses très récemment, qui complète l'ensemble de l'équipe de la communauté d'agglomération. Anticiper donc aussi les mutations économiques par la gestion anticipée des emplois et des compétences, et enfin accueillir, orienter, accompagner les actifs du territoire au sein des trois espaces emploi de Faust, Louvre et Goussainville. Donc au titre de 2021, le montant total de la subvention proposée s'élève à 350 000 €. La convention d'objectifs entre la Maison de l'Emploi et la communauté d'agglomération, conclue pour une durée de 3 ans, 2019-2021, a déjà été approuvée lors du bureau communautaire en date du 16 mai 2019, et donc elle arrivera à échéance au 31 décembre 2021. Donc il vous est proposé le projet de délibération que vous avez sous les yeux, et donc on met ça à votre délibération. Oui. Les membres du bureau ne votent pas. Si, il n'y a pas de problème. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait noter en plus sur cette délibération la Maison de l'Emploi du Mesnil-Amelot, qui fait au même titre que les autres partie de la politique de l'emploi sur le territoire de l'Interco. Il n'y a rien qui pose de problème à ce sujet. Je ne voulais pas plomber l'ambiance. Hein. Non, mais sur le plan territorial, parce que les trois sont sur le Val d'Oise, le fait que ce soit en Seine-et-Marne, ça pose une difficulté particulière ou pas? Non, c'est pas une difficulté, mais au contraire, hein, on intègre, ça me paraît beaucoup plus logique. Les financements, peut-être. Oui, il faut peut-être qu'on examine. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on la vote comme ça. Oui, ce que je vous propose, c'est qu'on la vote comme ça, qu'on vérifie si on peut l'intégrer, on l'intègre, si vous en êtes d'accord. Et il faut qu'on regarde, peut-être qu'on regarde dans le détail. Mais pourquoi? Non, mais c'est des associations différentes. D'accord, ok. D'accord. Là, la maison de l'emploi, c'est l'ex-maison de l'emploi qui était de la ville, avec ces 3 points. Au même titre que nous, on a sur l'ex-Val de France des espaces emploi qui étaient intégrés dans l'agglomération. Donc, le Mesnil, c'est à part. La maison de l'emploi, l'association de l'emploi, elle couvre cette partie du territoire. D'accord. Voilà, c'est bien ce que je pensais, il y avait un problème de territorialisation. Oui. Pas de problème. Donc, revenons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est l'avis de la communauté sur le schéma départemental pour les gens du voyage. Je vais vous le présenter puisque Daniel, comme je vous le disais tout à l'heure, est actuellement absent pour maladie, mais il viendra nous rejoindre très prochainement, nous le souhaitons. Donc, il s'agit là d'approuver ce schéma départemental du Val d'Oise
mais qui intègre quand même la partie seine-et-marnaise. Donc il s'agit de privilégier des réponses aux situations les plus précaires, de prescription d'aires d'accueil sur les territoires non pourvus, et une certaine souplesse dans les possibilités de réalisation. Par ailleurs, à l'occasion de la réunion que nous avions eue, nous, avec M. Daniel et le sous-préfet, j'avais fait valoir que les finances de la communauté d'agglomération étant sérieusement bousculées, il nous fallait un peu de temps pour que nous réalisions tout ça, et donc ça avait été acté. Donc la version finale du schéma départemental fait apparaître des nouvelles prescriptions qui ont été proposées et qui sont définies ainsi. Donc la réalisation d'une aire de grand passage en mutualisation avec le département de Seine-et-Marne, la réalisation de 100 places de terrains familiaux locatifs hors quartier politique de la ville, de façon à ne pas rajouter de la difficulté à la difficulté, et réalisation d'une aire permanente d'accueil de 25 places. Donc la CARF était représentée par M. Nomnetz, à cette commission, et donc les prescriptions d'aires de passage, tout ce que nous avions proposé a été repris. Les prescriptions concernant les terrains familiaux tout de même. Alors, les prescriptions d'aires de grand passage, pour reprendre les points les uns après les autres. Dans le cadre de la mutualisation des moyens et des outils de gestion, nous avons choisi que depuis que le janvier 2019, des démarches sur l'aménagement d'une aire de grand passage dans un délaissé ferroviaire sur la commune de Clé-Souilly. Les dernières réunions en présence de la SNCF, etc., à l'issue de laquelle un accord de principe avec l'ensemble des partenaires a été trouvé. Lors du dernier conseil municipal Clé-Souilly, le 3 décembre 2020, et à l'unanimité des membres présentés par son conseil, s'est opposé à la création d'une aire de grand passage sur le site le Mont-Gardé, ici sur son territoire. Par conséquent, la communauté d'agglomération identifiera une éventuelle opportunité foncière dans la réalisation de la prescription relative à l'aménagement. Et donc ça a été acté, comme quoi, pour le moment, nous n'avions pas encore le terrain. Ce qui avait été proposé a été refusé par le nouveau conseil municipal, donc on repart pour un tour. Prescription de terrains familiaux locatifs de 100 places hors quartier politique de la ville. Et les terrains familiaux, les TFL, sont dorénavant prescrits dans le schéma départemental au même titre que les aires d'accueil. Les investissements sont financés comme les aires d'accueil, mais ne bénéficient pas de l'aide de fonctionnement ATL2. Bref, la CARF s'engage à établir un diagnostic élargi sur son territoire afin d'identifier les familles précaires de gens du voyage sédentaires via une nouvelle forme à définir sur une mission de maîtrise d'œuvre urbaine à l'échelle de son territoire et permettre ainsi d'identifier des secteurs prioritaires pour réaliser des 100 places en terrains familiaux locatifs. Les services de l'État ne formuleront aucune objection quant à la possibilité de réaliser ces TFL sur des communes de moins de 5 000 habitants si la CARF adopte un tel positionnement. Et la gouvernance du schéma au sein de la commission départementale de voyage se dotera d'un comité permanent dont l'objet sera d'analyser les propositions. Et préciser que les terrains familiaux sont intégrés dans le décompte des logements sociaux et qu'ils peuvent venir compléter les objectifs de construction sur les communes en déficit de logements locatifs sociaux. Cette mesure a vocation à rendre le développement de ces équipements plus incitatif dans les communes assujetties à la loi SRU. Les prescriptions en aire d'accueil des gens du voyage de 25 places. La CARF s'engage à identifier une commune prioritairement dotée d'une disponibilité foncière afin d'accueillir une nouvelle aire permanente de gens du voyage. La CARF dispose d'un délai de 2 ans pour permettre sa mise en œuvre. Cependant, eu égard à la situation économique traversée en cette période, on nous a laissé un délai. Et donc, il vous est proposé d'adopter ce schéma que je vous ai résumé assez rapidement, mais que vous avez tout loisir d'analyser dans le détail, pour lequel, de toute façon, on a une obligation réglementaire, il faut que nous y répondions, et ça nous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et pouvoir faire des propositions, et donc ça a été acté pour qu'on n'ait pas à répondre d'une manière totalement immédiate. Y a-t-il des questions sur ce sujet auxquelles je pourrais m'efforcer de répondre au mieux? Oui. Vous m'entendez? Pour la mousse, ça démarre donc à partir de quand? Et comment va s'opérer le choix au niveau des communes sur les futures aires ou places familiaux? Merci. Alors, on ne peut pas vous répondre parce que c'est pas lancé encore. C'est pas encore lancé, donc on n'a pas de délai. Et les terrains, il faut qu'on les trouve, il faut qu'on les définisse. C'est un peu ce que j'ai expliqué là. Donc en fait, on s'est donné un peu de délai en fait, pour tout vous dire. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. On s'est gardé un petit peu de temps pour pouvoir réagir et faire des propositions.
Et l'État a compris que bon, voilà, c'est compliqué de faire des propositions sans que les maires, etc., soient parfaitement en adéquation avec le projet. Donc ça nécessite un travail un peu de fond qui va être mené par Daniel Domnetz. D'accord, mais pour la mousse, parce que pour le coup c'est assez urgent de faire un démembrement, en fait, de rechercher où sont les aires, enfin les gens du voyage, où est-ce qu'ils sont installés. Ça paraît assez urgent pour la démarrer. Je ne peux pas vous répondre. Pas en place de la part de l'État. Ouais. Et pour vous donner un exemple, il y a un petit mousse qui s'appelle Marion, il a déjà une difficulté. Bien plus. En fait, Peut-être plus, oui. Il travaille au niveau de la goutte, 2 ou 3 ans, il a que la mousse, ça mousse pas. faire démarrer le projet. Vas-y, le roi de la mousse. Oui, concernant le schéma directeur, d'abord, évidemment, je suis très content qu'enfin on adopte quelque chose. Mais je considère que dans ce pays, on se fout de la gueule du monde. Mais on se fout de la gueule du monde des gens du voyage. Parce que ça fait des années et des années qu'on propose de réaliser des aires d'accueil, de le faire y compris dans le cadre de discussions à différents niveaux. J'allais dans des réunions, moi, préfectorales, où on tournait autour du pot pendant des mois et des mois avec une tribu de fonctionnaires autour de la table et d'élus locaux qu'on pressait et qu'on invitait, pour finalement, des années après, n'aboutir à rien. Et aujourd'hui, on en est toujours là. Mais quand je dis des années, c'est des années. Hein. C'est pas Nicolas, il parle de la mousse de Compande il y a 2-3 ans pour la communauté d'Aglo. Mais depuis que je suis élu, je me bats pour essayer de réaliser les conditions d'un accueil, d'un déplacement de population sur des zones effectivement habitées illégalement, construites illégalement, pour 14 terrains. Ça va faire maintenant, je dis, hein, on est en 2021, j'ai commencé à travailler dessus en 2010, avec des aides de l'État. Et on est 11 ans après, et je sais qu'on est loin d'arriver et d'aboutir. Ce qui veut dire que quand j'entends qu'on va introduire dans le schéma la notion de mousse nouvelle, parce que visiblement j'entends ça, je suis très inquiet. Parce que je sais qu'on ne va pas, d'abord on ne fera aucune illusion vis-à-vis les gens du voyage, puisque seules les aires d'accueil permettent d'accueillir les voyageurs, pas les mousses. Les mousses, c'est pour réaliser les conditions de la sédentarisation. On n'est pas du tout sur la même chose. Donc moi, je suis très inquiet quand je sais qu'en même temps, là où on avait ambitionné de répondre aux exigences de l'État en matière d'accueil, les terrains qui étaient prévus sont par délibération d'un conseil annulés, et de l'autre côté, je sais combien c'est encore compliqué sur Mitry-Mory pour arriver à quelque chose. Donc voilà, je le dis parce que nous sommes, nous, en Seine-et-Marne, alors je ne sais pas dans le Val d'Oise, je maîtrise moins bien, mais pour la Seine-et-Marne, les conditions aujourd'hui dans lesquelles, quand on saisit le préfet pour les évacuations des terrains, on nous envoie chier en nous disant « vous avez qu'à répondre aux exigences de l'État. Vous n'y répondez pas, nous ne pouvons pas prendre des exigences particulières pour évacuer les gens du voyage quand ils envahissent. » À tel point, c'est qu'il n'y a pas, vendredi dernier, oui, je crois, nous avions une réunion de la commission de sécurité de la zone industrielle Mitry-Compans. J'ai posé la question dans le cadre de cette réunion avec le préfet de la raison pour laquelle en pleine zone PPRT, c'est-à-dire risque Seveso seuil haut, derrière l'usine classée Seveso, c'est-à-dire juste derrière les fûts, eh bien, nous avons gardé l'occupation des gens du voyage pendant près de 6 mois.
en nous disant de toute façon, parce que vous savez comment c'est, quand ils évacuent, il y a des jugements, il faut attendre les jugements, après il y a des appels, l'appel renvoie, après il faut l'application de la peine, enfin bref, et après il y a le Covid, vous êtes enfermés, il n'y a plus personne qui s'occupe de rien. Donc finalement, derrière les fûts en pleine Céveso, on les a gardés 6 mois. Hein ? Et dans cette commission, on essayait de trouver, juste aux mêmes emplacements, comment ça se faisait qu'il y avait du benzène qui s'était écoulé, qui était dans les puisards. J'ai pas dit que c'était eux, mais j'ai dit, quand même, comment on peut se poser des multitudes de questions alors que pendant des mois, on n'a rien fait. Et alors, la réponse du préfet, elle était simple. Monsieur Marion, même dans les usines Céveso, nous n'avons pas d'exigence particulière pour les évacuer. C'est comme si ils étaient en plein champ, en pleine Seine-et-Marne, et que l'agriculteur se battait pour le faire évacuer le champ. C'est la même punition. On est dans les mêmes procédures. Il n'y a aucune exigence. J'ai posé la question si dans les usines nucléaires comme à Nogent-sur-Seine, les questions se posaient de la même manière. J'ai pas eu de réponse. Mais c'est vraiment très grave. Et je ne comprends pas que les élus, nos députés, que je connais pas, parce que je sais même pas qui c'est qui est député aujourd'hui, nos députés, mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'Assemblée nationale? Quels sont les de quoi ils discutent? C'est vraiment une question, parce que s'il y a des exigences à avoir et des décisions au niveau de la loi à mettre en place, c'est bien sur ces questions de protection des populations. Aujourd'hui, on ne fait rien et tout le monde va se gargariser, le préfet le premier, les préfets, qu'on adopte un schéma directeur, voilà, tout ce que vous voulez. Alors, moi, évidemment, je ferai comme vous, je voterai, ça va nous soulager, on aura fait un beau truc, mais ça ne sert à rien. Voilà. Bon, moi, je rejoins un peu Mario. Moi, j'ai quand même 90 familles qui vivent dans les champs sans eau, sans électricité depuis longtemps. J'ai une mousse qui est mise en route depuis plus de 10 ans, il n'y a rien qu'à bouger. Là, ça fait 3 mois que j'ai des caravanes à un endroit qui vont partir peut-être cette nuit ou demain. Normalement, ça doit être parti. Mais on attend 3 mois, alors que ça devrait être 3 semaines. Pour prévoir. Oui, je vous préviens, ils sont évacués demain, normalement. Oui, mais non, alors, voilà. Je m'excuse, mais ça, Monsieur le Président, j'ai eu une réunion avec Nicolas sur ces questions pour d'autres raisons, mais voilà une information essentielle dans la communauté d'Aglo. C'est pourquoi je le dis tout de suite. Oui, mais c'est trop tard. Tu dis c'est demain. Qu'on soit clair, les évacuations se font en général le vendredi, et ils s'implantent le vendredi. D'ailleurs, ils doivent être déjà sur le lieu qui est prévu qu'ils vont occuper. Ils y ont déjà envoyé ce qu'on appelle des leurres, un peu partout, avec une vraie... Vous savez, il y a 3-4 caravanes, c'est comme dans les films américains, vous avez 3-4 caravanes qui partent, il n'y en a qu'une qui va au bon endroit. Eh bien, et donc on occupe les flics, ils cherchent, ils ne trouvent pas toujours, et des fois ils les accompagnent pour les installer sur nos territoires, parce qu'il faut trouver un emplacement. Et donc moi, c'est une information que j'apprends, qui est hautement importante. Notre police municipale intercommunale, elle doit l'avoir en premier lieu, et elle doit les communiquer aux polices municipales de la communauté, parce qu'en lien, ils doivent travailler ensemble pour pouvoir justement être en éveil immédiatement pour prévoir les envahissements qu'il va y avoir demain. Tout le monde est prévenu, Marion. Non, moi je l'apprends. Non, mais les gendarmes, la police intercommunale... Ça, c'est pas la bonne piste, les gendarmes et les flics. Si. C'est les polices municipales et les maires. Mais police municipale, gendarmes, tout le monde est sur le front ce soir. Bon, moi ce que je voulais dire, c'est quand même que j'ai sur mes 90 familles... Je les ai dans la zone industrielle, je saurais pourquoi. Dans mes 90 familles que j'ai gens du voyage sédentaire, j'en ai 55 qui sont prêts à prendre des jardins familiaux. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus. S'il vous plaît, je pense qu'on a largement débattu sur ce sujet. Simplement, ce que me faisaient remarquer les services,
c'est que si en Seine-et-Marne vous vous plaignez que les choses n'avancent pas, il faut vous dire que dans la partie valdoisienne, on doit avoir à peu près 3 ou 4 ans de retard par rapport à l'avancée des chantiers sur la partie seine-et-marnaise. Donc voilà, donc, on n'a pas de quoi être fier ni d'un côté ni de l'autre. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut que nous nous prononcions parce que c'est la loi et qu'il faut que nous y allions. En ce qui concerne les informations qui doivent remonter au maire en cas d'évacuation dans les secteurs qui sont assez privilégiés en matière de réceptacle, effectivement, il faut peut-être qu'on mette en place quelque chose d'un peu plus précis avec un système peut-être d'alerte qui soit un petit peu plus chiadé. Ce que je vous propose, c'est qu'au moment où Daniel reviendra, tu te rapproches de Michel qui est, lui, en charge la police intercommunale et les visios, et de façon à ce qu'on ait un système, je dirais, de mise en alerte qui puisse être assez rapide, soit sous forme de SMS, soit sous forme de mail, de manière à ce que ça puisse aller assez rapidement et que tout le monde ait les informations, parce qu'on sait bien que les uns et les autres, à chaque fois qu'on chasse des gens du voyage qui sont sur un secteur dans lequel ils n'ont pas allé, il faut bien entendu qu'ils se retrouvent quelque part, et en général, on passe le temps à se les envoyer les uns les autres, qui chez machin, qui chez bidule. Voilà, alors bon, pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, de la ville dans laquelle ils étaient implantés se retrouvent tranquilles, mais quand ils sont évacués après avoir fait les deux ou autres villes où ils ont été chassés aussi, ils reviennent, et c'est un jeu du chat et la souris qui est insupportable, et en matière, je dirais, de sécurité, en matière d'environnement, en matière d'aspect général de la ville, et en matière de traitement humain pour ces gens-là, parce qu'il y a quand même un sujet. Donc je pense qu'il faut que nous intervenions là-dessus, effectivement, en matière d'information, et je me chargerai Daniel et Michel d'organiser cela. Jean-Pierre, tu voulais intervenir? Un petit mot très, très bref pour ajouter, je suis d'accord avec la proposition de vigilance qu'il faut avoir. C'est pas facile forcément à mettre en œuvre sur notre territoire quand même assez vaste, mais c'est important d'essayer de le faire. J'ajouterais qu'on a un autre point de vigilance, que nous avons des occupations par les gens du voyage sur une partie de nos zones d'activité, parce que dans nos zones d'activité, il y a parfois des maillons faibles avec des entreprises qui sont... Alors, parfois, enfin, il y a plus d'activité, mais les locaux sont là, ils sont pas forcément suffisamment gardiennés ou en tout cas protégés, et qu'il y a donc des endroits vulnérables. Et je pense, je le dis parce que j'ai l'exemple évidemment de ma commune sur quelques sujets, je pense que mais comme c'est un sujet aussi qui relève de la communauté d'agglo, le développement économique, on pourrait regarder ces questions, ces points vulnérables que nous avons les uns et les autres, pour essayer de sensibiliser les propriétaires, parce que c'est parfois les propriétaires, parfois, souvent plus d'activité, parfois, il y a à certains moments. C'est un sujet aussi, ça, aujourd'hui, sur les zones d'activité où il y a des intrusions et des occupations. Faut aussi que chacun reste, je retiens la remarque, mais il faut aussi que chacun reste dans son rôle, c'est-à-dire que le développement économique, c'est un aspect. Le fait qu'il y ait une inactivité économique fait partie du développement économique, ça on est bien d'accord, mais je vous rappelle que les pouvoirs de police incombent au maire et qu'on est à l'interface des deux, et qu'il faut que nous trouvions un moyen, il faut qu'on invente un moyen de fonctionner d'une manière préventive sur ces sujets. Voilà, donc oui, on est d'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi travailler. Ça fait un bon dossier et il y a de quoi s'en occuper. Je pense qu'il faut que nous mettions en place assez rapidement un groupe de travail là-dessus. C'est pas la peine d'être à 50, mais que l'on retire quelques bonnes idées qui vous sont soumises. Et si les uns et les autres ont une contribution à y faire, elle sera la bienvenue, parce que dans ce cas-là, tous les cerveaux qui réfléchissent peuvent à un moment donné amener des idées intéressantes. Sur le sujet lui-même de la délibération, il faut que nous délibérions et il faut que nous votions. Donc je vous propose que nous revenions à l'ordre du jour et que nous votions. En dehors des remarques qui ont été faites, j'imagine qu'il ne doit plus y en avoir beaucoup d'autres. Donc je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre ce projet de contrat, je dirais, entre nous et l'État? Pas de contre, des abstentions? Je vous remercie. Ah pardon, Joël, excuse-moi, je n'avais pas vu Joël. Maintenant, je vais passer la parole à Isabelle Ruzin qui va nous parler d'une subvention à l'association Active for Life, avec l'accent. Oui, donc et cela dans le cadre de la compétence facultative de la coopération décentralisée, donc pour l'année 2021.
Donc la communauté d'agglomération et l'association Acting for Life réalisent des échanges depuis plusieurs années sur la thématique de la coopération décentralisée. Les deux parties continuent leurs échanges et affirment leur volonté de renforcer ce partenariat qui s'articule d'une part autour du soutien de la communauté d'agglomération à l'association Acting for Life dans ses actions d'aide au développement local des populations des pays en voie de développement et de l'association Acting for Life dans l'accompagnement au rayonnement international de la communauté d'agglomération. Donc pour 2021, donc les actions qui sont proposées seront menées au Togo, et cela pour un projet portant sur la dynamique de développement territorial de l'agriculture familiale au bénéfice des enfants des écoles. Donc ce programme de coopération entre l'agglo et l'association porte sur 4 ans, donc pour de 2021 à 2024, et il est proposé d'accorder à cette association une subvention de 30 000 € donc pour l'année 2021. Si vous en êtes d'accord. Très bien, je pense que c'est clair. Y a-t-il des remarques à ce sujet? Non, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la présentation des... Non, pardon, c'est une attribution de subvention à l'association La Toupie. Toujours Isabelle, excusez-moi. Voilà. Donc cette association a pour objectif de préserver l'accès à l'éducation, sensibiliser les enfants du groupe scolaire primaire et maternel de Bantranpao. Donc c'est au Laos, je ne sais pas s'il y a des Laotiens qui j'ai très bien prononcé. Donc à l'hygiène, donc à l'accès à l'eau et à la santé à travers une campagne médicale de soins. Le projet défendu par l'association s'engage donc à offrir aux élèves de l'école primaire et maternelle donc de cette commune des infrastructures scolaires sécurisées et décentes. Pour cela, le projet consiste à créer une école ainsi qu'un puits. Donc ce programme est sur 3 ans et pour 2021, il est proposé d'accorder une subvention de 4 000 € donc à cette association La Toupie. Bon, même question, pas d'intervention. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, cette fois-ci, c'est la présentation des rapports annuels des concessionnaires des services publics de la part d'Adeline Roldao. Merci Président. Donc chaque année, donc les concessionnaires doivent transmettre à l'autorité concédante leur rapport d'activité, leur rapport d'exécution, comprenant également un compte rendu financier et technique. Donc ces rapports ont été examinés par la CCSPL au travers de 2 commissions, l'une en décembre et l'une en janvier. Ces rapports donc concernaient l'année 2019, Covid oblige, il y a eu un gros décalage donc sur la fin de l'année et puis sur le début de l'année 2021, donc il y avait une certaine forme finalement de décalage même quant à l'exécution des choses. Donc j'espère que vous avez pris connaissance des différents rapports, à peu près 1000 pages. Néanmoins, tous les élus de la commission l'ont fait, ainsi que les services, et je les en remercie ce soir avec une grande attention. Pour rappel, donc, nous avons plusieurs concessionnaires selon les différents niveaux de compétences. Donc, juste un bref résumé. Pour la partie assainissement, donc nombre de contrats donc en concession. Donc 7 contrats pour 3 concessionnaires différents. Juste un point à souligner, il y a des héritages de contrats qui étaient pour le coup contractualisés avec Plaines et Monts de France, avec des communes Plaines et Monts de France et des communes de la CARF. Donc il y a eu un alignement des contrats qui va se faire au fur et à mesure et à la fin de 2021 on devrait être aligné et avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. C'était une petite précision. Jean-Luc n'est pas là ce soir, mais voilà, il connaît parfaitement le sujet. Pour la partie eau potable, donc 2 contrats de concession pour 2 concessionnaires. La partie sport, donc 2-2, donc ça concerne le golf de Roissy ainsi que bien sûr Planox sur le Ménil-Amelot, je n'y arriverai jamais, désolé Alain. Et enfin, l'aire d'accueil des gens du voyage, donc situé à Louvres, qui est aussi une concession. Donc je vous ferai grâce de l'ensemble des rapports. Néanmoins, nous demandons ce soir au Conseil de prendre acte de ces différents rapports
je vous propose néanmoins de citer quand même les concessionnaires, ça me semble important, et le périmètre des concessions. Donc en 2019, donc, a été audité Veolia sur l'assainissement pour les communes de Villeparisis, Clé-Soulier, Trimory, Dammartin-en-Goël, Montpellier, Moussilneuf, Saint-Marc, Thieux et Villeneuve-sous-Dammartin et Compan. A été également audité le concessionnaire SOR, toujours pour l'assainissement, sur la commune de Grécy. Le concessionnaire Suez sur l'assainissement pour les communes du Ménil-Amelot, Mauregard, Moussy-le-Vieux, Rouvres, Juilly et Autis. Concernant l'eau potable, nous avons la commission donc a entendu Suez pour les communes du Ménil-Amelot, Mauregard, Moussil-Neuf, Rouvres, Juilly et Autis. Moussy-le-Vieux, pardon. Merci, chers collègues. Pour Veolia, donc concernant l'eau potable, nous les avons entendus sur les communes de Dammartin-en-Goël et Lomperrier. La partie golfe de Roissy, donc mon collègue saurait bien en parler. Alors on a digressé bien entendu sur 2020 et 2021. Et avec de très bons premiers débuts pour le golfe qui a ouvert du coup en septembre. Très très encourageant, faut quand même le signaler. Oui, c'est vrai qu'on a ouvert, le golf devait ouvrir au mois de juin, il a ouvert en septembre. Il y avait un certain nombre de craintes, puisque comme la pratique se fait quand même par beau temps, mais depuis, je crois, et pour ceux qui peuvent soit le pratiquer, soit passer devant, je crois que même en termes de jeu, aujourd'hui, malgré la fermeture du clubhouse, il y a c'est tout plein, je veux dire, le week-end. Donc c'est une vraie réussite sportive pour l'instant. C'est vrai que compte tenu à un moment donné des fréquentations, ça paraît bon. Je pense qu'on n'est encore pas du tout en ordre de marche pour pouvoir avoir une visibilité assez grande sur l'aspect financier de la délégation. Là, les restaurants sont fermés, les séminaires ne fonctionnent pas. Comme le clubhouse à un moment donné n'est pas ouvert, les automates qui permettent à un moment donné de se familiariser avec le golf ne fonctionnent pas non plus. Donc il y a vraiment que l'activité de plein air qui est ouverte. Et aujourd'hui, ce sont déjà des pratiquants. Alors, le côté tout à fait positif malgré tout, c'est qu'on a déjà nos écoles qui pratiquent dans le cadre de l'académie qui a été ouverte. Donc un certain nombre de l'école, dès lors qu'elles en ont ou sollicité ou accepté l'augure, peuvent avec leur classe, et c'est réservé aux classes de CE2, venir régulièrement. Donc il y en a déjà qui pratiquent. Et je pense que les retours à ce niveau-là sont tout à fait positifs. Donc c'est pour un début, je veux dire dans la difficulté, plutôt une réussite. Voilà, merci. Merci Michel. Jean-Pierre va intervenir sur le golf. Oui, je suis donc, je ne savais pas qu'on allait parler golf ce soir, mais je l'évoquais en aparté avec le président qui est un golfeur à Gonesse. Et je me félicite de ces débuts prometteurs du golf de Roissy, mais je dois déjà signaler que ça a des effets, je vais dire, négatifs sur que l'on pouvait prévoir et que nous avions envisagé sur le golfe de Gonesse. C'est la raison pour laquelle j'avais attiré, avant l'ouverture, l'attention de Patrick Renaud à l'époque sur l'idée qu'il fallait travailler dans la complémentarité. Évidemment, on ne peut pas comparer un 9 trous Gonesse et un 18 trous Roissy. Le golfe de Gonesse, c'est un golfe de formation, on va dire. Donc je pense qu'il faut qu'on reprenne la réflexion sur ce sujet, tranquillement évidemment, pour regarder les effets prometteurs d'un côté, les effets, je ne qualifierais pas de dévastateurs de l'autre pour l'instant, mais enfin, une inquiétude surgit. Et comme il y a entre nos délégataires un cousinage au niveau de... donc nous pouvons travailler, et je profite de l'occasion pour que nous puissions le faire dans les délais les meilleurs, évidemment. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée que des synergies puissent se créer entre ces deux équipements, qui sont deux équipements de qualité. Le golf de Roissy est bien sûr tout neuf et parfaitement travaillé, etc. Le golf de Gonesse est un peu plus âgé et effectivement fait 9 trous, donc les compétitions internationales ne peuvent pas s'y dérouler, mais pour autant, et comme l'a dit Jean-Pierre, je suis pratiquant et j'ai utilisé le golf de Gonesse et je continue à le faire. C'est un endroit dans lequel on peut prendre beaucoup de plaisir à jouer au golf, et donc ce serait dommage que cet équipement périclite pour des questions d'organisation. Je vous propose que, en ce qui concerne
secteur sportif dont Michel a la charge, que peut-être on réfléchisse à des solutions qui permettraient de travailler en synergie ou tout au moins en bonne intelligence avec ces deux équipements sans qu'il y ait d'effet de siphonnage de l'un par rapport à l'autre. Juste une précision, à un moment donné, c'est vrai que ça commence en septembre dans des conditions qui ne sont pas des conditions normales et optimales. Donc aujourd'hui, il est difficile de déterminer le profil des gens qui participent ou qui pratiquent. Donc je pense que quand on va retrouver, je veux dire, un peu plus de sérénité, on tirera les profils, puisque les premiers, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de Paris qui viennent par rapport à ça. Donc à la fois par rapport aux adhérents, à la fois par rapport aux concessionnaires de la DSP, parce que vous avez aujourd'hui des transfuges à travers le concessionnaire, YouGolf, qui est le délégataire de l'activité golf, aujourd'hui a étendu, entre guillemets, dans le cadre de ces opérations, sa carte à l'ensemble de ses adhérents. Donc on a des adhérents qui viennent de golf parisien régulièrement. Donc faut que même nous, on ait une vigilance, parce qu'aujourd'hui, il y a une saturation, et ça au déprofit à un moment donné des membres de la communauté. Donc c'est un sujet qu'on est en train de traiter avec le délégataire en disant très bien, c'est vrai que c'est une DSP et qui a une vocation d'équilibrer les comptes, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des participants. Donc je pense que la concurrence par rapport à Gonesse en ce moment pas très importante, parce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés, même pour les gens de la communauté, de pouvoir participer, de s'inscrire, et on a en retour un certain nombre de plaintes sur ce sujet. Donc à gérer, on attend un petit peu de retrouver un peu de sérénité pour pouvoir aborder clairement ce sujet-là. On l'abordera. Très bien. Voilà. Parfait. Adeline, tu veux bien continuer? Tout à fait, et rapidement conclure. Autre concessionnaire, relevant de la compétence sport, donc Récréa sur Planox. Donc un rapport 2019, vous le savez, donc Planox connaît actuellement de gros travaux qui durent, qui ont été repoussés, et il y aura d'ailleurs la concession est remise en jeu très très prochainement sur cette partie-là. Enfin, pour le coup, le concessionnaire donc ACGV, donc qui gère l'aire d'accueil des gens du voyage de Louvre. Qui rencontre les problèmes essentiels qu'il rencontre, pour information, et monsieur le maire de Louvre est bien au courant. C'est ce que l'on rencontre aussi dans nos communes, c'est la gestion des déchets, où il y a eu un certain nombre de problèmes, et en 2019, chers collègues, vous n'étiez pas encore là. Donc voilà, c'est assez. Ils trouvent des solutions, et des solutions de vidéosurveillance également. Donc voilà, chers collègues, monsieur le président vous demandera de bien vouloir prendre acte de ces différents rapports. Oui, donc la prise d'acte, puisqu'il n'y a pas de vote sur ce sujet, et donc je vous propose que nous ayons pris acte. Vous en êtes tous d'accord? Nous avons acté. Donc, petite information, puisque ce conseil est maintenant terminé, les prochains rendez-vous que nous avons, donc conférence des maires et bureau, le 11 février à 16h et 17h. 16h et 18h. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'en cas de réunion, les élus sont pas assujettis au problème de couvre-feu. Vous en êtes exonérés, ce qui laisse ni de confinement, ce qui laisse supposer qu'on est tous en pleine santé et en béton et parfaitement réfractaires à toute forme de virus. Et le prochain conseil devrait normalement se dérouler le 11 mars, sans doute dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, sauf à ce qu'il y ait des modifications, etc. Juste, bonsoir à tous. Je suis arrivé en retard ce soir, je suis désolé. Je m'en excuse auprès de tout le monde. Juste, il faut savoir s'il y a eu un point de fait sur le vote du pôle métropolitain. Tout à fait, en début de conseil. D'accord, okay. Merci. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et rentrez-vous bien et prenez soin de vous.